Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Tom Benoît est un philosophe et essayiste, spécialiste de l'architecture et de l'urbanisme. Petit-fils d'ouvrier, il a grandi à la campagne, du côté d'Aix-en-Provence, dans la maison construite par son grand-père. Issu d'un milieu qu'il qualifie de populaire, mais presque intellectuel, il a bénéficié de l'attention d'un père très présent qui lui a donné le goût de se nourrir de philosophie et de littérature. Dans cet entretien, Tom Benoît explique ce que la philosophie représente pour lui et l'usage que l'on pourrait en faire au quotidien. Il aborde également le vaste sujet de l'habitat, la quête de la beauté, la propriété et la transmission. Tom Benoît, philosophe, essayiste. J'ai fait paraître un livre qui s'appelle Instinct mimétique et solitude asservie, qui a été préfacé par Rudy Ricciotti, qui est passé à ce micro d'ailleurs récemment, que j'ai rencontré par rapport à ce livre, et avec qui j'ai partagé le goût de la littérature, le goût d'une certaine révolte également, et qui est devenu un ami par la suite, quelqu'un de passionnant. Et je viens d'un milieu assez populaire, pour ainsi dire. Populaire, mais presque intellectuel. Presque intellectuel parce que je suis petit-fils d'ouvrier. J'ai grandi à la campagne, à côté d'Aix-en-Provence, où je vis toujours, dans une maison qui avait été construite par mes grands-parents, par mon grand-père. Et malgré cela, j'ai bénéficié de l'équilibre intellectuel, pour ainsi dire, d'un père très présent, qui n'avait pas d'activité intellectuelle professionnelle, qui n'avait pas du tout d'activité intellectuelle sur le plan professionnel, mais qui est quelqu'un qui, justement, un peu comme Rudy Ricciotti dans un autre registre, qui est architecte, mais qui se considère, c'est d'ailleurs à ce micro qu'il déclarait comme vivant dans le schisme d'être un écrivain raté et un architecte raté, et qui s'est construit en se nourrissant de philosophie, de littérature, de paroles jetées, de paroles données, c'est le cas de le dire, des uns et des autres, et c'est ce qui a nourri chez moi un profond goût pour l'analyse. Tom Benoît, à quoi sert la philosophie ? À quoi sert la philosophie ? Ça, c'est la grande question, parce que d'un point de vue général, dans une culture relativement populaire, on a l'impression que la philosophie doit conduire à un but existentiel. Et pas du tout. Il ne faut surtout pas amalgamer la philosophie et la quête personnelle vers un certain équilibre, le développement personnel, parce qu'à l'heure actuelle, si on va dans une librairie, on voit beaucoup plus d'ouvrages qui sont axés sur du développement personnel que sur de la philo. Et la philosophie, selon moi, sert plus, dans une certaine unicité, dans une certaine solitude, à apporter par le langage, ou par la réflexion tout au moins mise sous forme de langage, ce que la sémantique est elle-même parvenue à compliquer. C'est-à-dire qu'en philosophie, on fait essentiellement de la définition. Pour moi, la philosophie, et c'est en ce sens que je suis passionné également par l'œuvre de Bergson, la philosophie, c'est de la définition principalement. C'est de la sémantique, c'est de la définition, c'est une quête vers la vérité que l'on peut percevoir, dont on peut avoir l'intime conviction, mais que l'on ne parvient pas à résumer ou à imager réellement. La philosophie sert principalement à définir. Et à définir tous les grands thèmes. On peut définir les thèmes existentiels, comme il y a plusieurs concepts en philosophie qui sont les obsessions philosophiques de ma vie. C'est la volonté, principalement, le concept de volonté, de Schopenhauer, parce qu'on se rend compte justement que dans chaque action sur le plan sociétal, et c'est là aussi où la sociologie de Bourdieu, par exemple, est très intéressante, on se rend compte que tout est axé sur la sédimentation, probable ou improbable, des volontés de celles et ceux qui constituent une population. Ça peut être un champ social, ça peut être un champ professionnel, mais il y a le bras de fer permanent entre les différentes volontés des uns et des autres qui veulent impressionner leur femme à un certain moment pour pas la perdre, qui veulent en séduire une autre pour la gagner, qui veulent pas perdre un travail ou gagner un peu d'argent dans les affaires à côté. Et puis on l'a tous fait, on fait ça tout le temps. Et il y a ce bras de fer dans la société entre toutes les volontés. Et en même temps, ce qui est intéressant par rapport à la volonté, c'est de remarquer que le fondement même de la volonté,
Donc selon Schopenhauer, Der Wille en allemand, le vouloir vivre, le fondement de la volonté, c'est la quête aveugle vers l'existence. C'est ce qui nous convainc, sans raison factuelle et sans raison intelligible, de continuer, d'exister, de ne pas lâcher, d'essayer de se reconstruire une fois que l'échec est arrivé, une fois qu'on a atteint le point de non-retour. Et de notre côté, ça c'est l'aspect un peu pessimiste auquel j'adhère totalement d'ailleurs, parce que je suis profondément pessimiste. Et vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'un pessimiste, c'est un optimiste davantage culpabilisé par la soif de vivre. C'est quelqu'un qui a une certaine honnêteté. Pour être pessimiste, il faut être honnête. Et je crois que tous les pessimistes sont culpabilisés par leur propre ambition, leur propre soif de vivre tout au long de leur existence. Et donc par rapport à la définition que je donnais, c'était l'aspect relativement pessimiste. Sur un aspect plus optimiste, on pourrait dire que la quête principale qui gravite autour de la volonté, c'est la quête vers la beauté, quelle qu'elle soit. Qu'entendez-vous par la quête de la beauté ? La quête vers la beauté, parce que même des beautés déviantes, vous savez, dans toutes les... là aussi, si on analyse la volonté d'une existence, c'est aller vers ce qui nous plaît. Et ce qui nous plaît est la représentation la plus efficiente de la beauté pour un être humain, de la dimension personnelle, de l'estimation personnelle de la beauté. Là aussi, on peut scinder justement, d'un point de vue kantien, le beau et l'agréable, parce qu'il y a ce qui est beau et il y a ce qui est agréable, mais dans la solitude, si on est plongé dans la solitude, moi qui mène des activités professionnelles depuis toujours, dans lesquelles je suis amené à rencontrer beaucoup de monde, j'ai travaillé dans l'immobilier très jeune, à partir de 18 ans. Dans la philosophie, je suis amené à l'heure actuelle à côtoyer là aussi beaucoup de monde, à rencontrer des gens très intéressants d'ailleurs, et je me nourris de tous ces échanges. Je suis pour autant quelqu'un d'assez misanthrope. Et je sais que c'est dans la misanthropie, je me suis aperçu que c'est dans un certain aspect de la misanthropie qu'on prend conscience de ce qu'est la beauté et qu'on prend conscience de ce qui nous plaît. Et on se rend compte que chaque action qui est menée dans la journée est menée pour, en tout cas de mon point de vue, et je pense là que ça peut être une certaine démarche existentielle assez vertueuse, chaque action qui est menée doit être menée pour conduire vers un certain degré de beauté qui permettra de saupoudrer une existence d'un fort taux de beauté. Quelle place occupe la philosophie dans la société actuelle ? Non, elle n'a aucune place. Elle n'a absolument aucune place, je suis catégorique là-dessus, tant sur le plan du milieu universitaire, je vais peut-être m'attirer les foudres de certains professeurs de philosophie ou de celles et ceux qui enseignent la philosophie, mais premièrement, la façon d'enseigner la philosophie, et c'est pour ça que j'avais aucune ambition de devenir professeur de philosophie lorsque j'étais jeune, alors que j'écrivais déjà des textes de philosophie à 12 ans, je lisais tous les plus grands ouvrages de philosophie très tôt avec une grande passion, mais j'étais conscient déjà à l'époque, par rapport à justement la chance que j'avais pour ma génération d'avoir une certaine représentation de la société à laquelle je n'avais pas encore accès, mais par les médias, parce qu'il y avait déjà dans fin 90, début 2000, les débuts d'Internet, des vidéos, pas mal de chaînes de télévision. J'avais conscience qu'il y avait un aspect très conceptuel dans l'éducation nationale, dans le milieu universitaire. Et je me rendais compte que enseigner de la philosophie, c'était pas faire de la philosophie. Il faut naturellement qu'il y ait un enseignement philosophique, mais je pense réellement qu'il faudrait le réviser et ajouter l'essentiel de ce qu'est la philosophie à cet enseignement, c'est-à-dire l'objectivité. Et cesser de pervertir les grands thèmes de philosophie au fil des années, au fil des décennies, pour défendre tour à tour des révoltes sociétales ou politiques. Parce qu'on se cache derrière la philosophie pour défendre justement des révoltes sales, pour le dire d'une façon prosaïque. Des révoltes inappropriées et parfaitement inadéquates avec la philo et ce qu'est réellement la philo. On peut s'apercevoir que dans nos gros médias, depuis plusieurs décennies, les grands thèmes de philosophie populaire, le contrat social de Rousseau, et même une certaine idée, comme je le disais précédemment, de la quête existentielle ou de la sagesse également, une grande partie de ces grands thèmes
est dévoyé, ce sont des thèmes qui sont galvaudés pour défendre justement certaines idéologies politiques. Qui a accès à la philosophie ? Et c'est là où c'est très simple justement, et presque comme tout ce qui revêt la beauté de l'existence, tout le monde. Parce que pour faire de la philosophie, il suffit d'en lire. Il faut se poser des questions, il faut analyser, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la sociologie, justement, comme je disais précédemment, parce que la sociologie est un petit peu la philosophie des foules, comme la psychanalyse est également la philosophie de l'individualité, la philosophie de l'être. Et c'est en ce sens que je pense qu'il y a un renouveau qui peut être apporté, parce que par rapport au fantasme ambitieux, en quelque sorte, du concept philosophique, il faut être très sincère. Et je le fais également un petit peu parce que dans l'instinct mimétique, j'ai démontré un concept qui s'appelle justement l'instinct mimétique. Je voulais parler de mimétisme comportemental. Et malgré ça, je me rends compte que c'est un détail. C'est un détail réellement dans le mythe philosophique plus que millénaire qu'on connaît par rapport à la philosophie contemporaine. Donc il y a très peu d'occasions pour créer des concepts. Il ne faut pas avoir ce fantasme-là, ou alors en toute modestie, justement, sans prétention aucune. Il ne faut pas rêver d'une consécration. C'est un peu comme dans l'art, vous savez, la plupart des grands artistes ne sont pas ceux qui ont dit « je veux mener une vie d'artiste, je veux exister comme un artiste ». Si on veut faire de la philosophie, il faut analyser tout le schéma permanent de son existence, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, privé, intime. Dans ses activités professionnelles, on apprend énormément. Et justement, moi j'ai toujours eu des activités entrepreneuriales qui n'avaient rien à voir avec la philosophie, et qui sont même contre-philosophiques, parce qu'elles sont axées sur un peu moins maintenant, parce que je propose des services de consultation à certains architectes sur l'aspect sociologique justement de l'architecture. Donc il y a beaucoup plus de cohérence en quelque sorte. Mais dans l'immobilier, pas du tout. Il n'y a rien de philosophique dans la démarche de vente ou de promotion immobilière. Mais ça permet pour autant d'analyser les comportements de celles et ceux qui se montrent sans masque. Sans masque parce qu'ils mènent une vie qui n'est pas portée sur l'analyse. Et justement, en ayant cette démonstration, cette représentation, ça permet de faire de la sociologie. C'est ce qui était passionnant chez Bourdieu, d'ailleurs. Bourdieu a fait partie de ces penseurs, ces analystes, qui ne se laissaient pas empreindre par le champ conceptuel de la réflexion. Quand la télé a pris un essor considérable, Bourdieu a voulu étudier l'impact de la télévision. Ou Gustave Le Bon avec les foules également, qui a fait une analyse qui est jetée presque comme un pavé dans la mare sur les foules. Et qui fait encore foi à l'heure actuelle, psychologie des foules, et qui permet de comprendre les dérives qui sont conduites par les rassemblements. Parce que les rassemblements font beaucoup de mal. La société actuelle est abîmée par le culte du rassemblement. On peut parler d'un sujet très ponctuel par rapport au pass vaccinal. On interdit à certaines personnes qui sont pas vaccinées de se rendre dans un café, dans une brasserie. On ne se rend pas compte du mal sur le plan de la psychologie publique, de l'équilibre psychologique qu'on peut faire par rapport à ça. Par contre, on n'interdit pas celles et ceux qui constituent notre société de se rendre dans un meeting politique. Parce qu'on veut induire, d'un point de vue, quand je dis on, c'est par le prisme d'une certaine bien-pensance, justement, qui est véhiculée par les médias, la société en général, et j'ai rien contre les individualités dans les médias, je le précise, parce que justement, je rencontre beaucoup de journalistes qui font du très bon travail également. Mais on veut induire que, à partir du moment où le divertissement ou la quête est collective, elle est sans risque. Si vous vous rendez dans un meeting politique, parce qu'il va y avoir 3000 personnes dans une salle, là c'est important, on ne peut pas interdire même aux non-vaccinés de se rendre ici. Par contre, le pauvre type, pour le dire justement avec un aspect relativement évocateur, le pauvre type qui a tout perdu, qui a rien, et croyez-moi, il y en a beaucoup en France, et il y en a de plus en plus, et qui va dans une brasserie pour grappiller, pour boire au goulot quelques paroles autour d'un verre, lui, il est condamné à la solitude.
c'est là où je trouve quelque chose de navrant. Vous écrivez régulièrement dans Chronique Architecture et échangez souvent avec Rudy Ricciotti. Quels sujets peuvent réunir un architecte et un philosophe ? Alors c'est intéressant parce que je vais répondre à la question d'un point de vue global, mais par rapport à Rudy Ricciotti, les échanges que nous avons ne sont pas du tout des échanges de philosophes et d'architectes. Parce que je me considère comme philosophe auprès de tout le monde et Rudy Ricciotti est considéré comme architecte auprès de tout le monde. Par contre, lorsqu'on se voit et surtout lorsqu'on échange, que ce soit par message, parce qu'on se comprend en 2-3 mots jetés ou au téléphone, quand on a le temps, on peut passer plusieurs dizaines de minutes à parler de littérature, de politique, de sujets de la vie, avec une relative quotidienneté également. Il n'y a pas cette dimension, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de dimension philosophique ou politique ou architecturale. Il y a une dimension analytique, simplement. Et je crois que ce qui nous a, au-delà du goût pour une certaine littérature, pour une certaine idée de la société également, ce qui nous a liés avec Rudy Ricciotti, je parlais précédemment des concepts de volonté qui m'obsèdent, c'est une obsession partagée pour le réel. Parce que Rudy Ricciotti, et ça se perçoit dans son architecture, est quelqu'un qui est obsédé par l'idée du réel, qui est obsédé par la façon que l'on peut avoir dans un exercice architectural, intellectuel ou entrepreneurial, de magnifier, de dessiner, de sculpter la réalité. Avec une objectivité que je trouve particulièrement pertinente, parce que je la partage, c'est un peu ce que je disais précédemment, cette objectivité, tout en sachant qu'on ne parviendra pas à créer la réalité. On va dessiner la représentation de la réalité, on va la pervertir, la bousculer, la salir parfois, rarement parvenir à la magnifier, mais on ne parviendra pas à créer la réalité. La réalité nous domine, la réalité est au-dessus, et elle pèse sur chaque individualité, comme en la ramenant, l'individualité, donc en ramenant chaque individu à sa propre, non pas impuissance, mais à sa propre médiocrité, à sa propre banalité. Et c'est ce qui nous a liés à Rudy et moi. Après, il y a également des sujets de prédilection, comme on parle d'architecture, on parle de philo, on parle de beaucoup de littérature. Et après, ce qui relie la philosophie et l'architecture pour les autres philosophes, les autres architectes, c'est la pierre angulaire sur laquelle repose l'architecture, c'est-à-dire la dimension sociologique. Parce que quand on parle d'architecture, on a l'impression qu'on parle uniquement de bâtiments. On a l'impression que l'on doit parler de pierre et de la construction, de ce qui est construit, avec une affectation. Alors que ce qui compte dans l'architecture, justement, c'est ce détail qui va être constitué par les pierres qui reposent les unes sur les autres et dont l'affectation a été pensée, mais qui vont constituer une territorialité. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une analyse justement philosophique, parce que par rapport à la territorialité, il y a cette dimension qui scinde l'usage et l'affectation. L'architecte, que ce soit le maître d'ouvrage, le politique, le consultant, l'architecte pense une affectation, et par rapport sur un territoire à cette affectation et à l'usage qui va être fait par les habitants, il va y avoir une territorialité qui va naître. En matière d'habitat, que pensez-vous de l'opposition entre mixité sociale et chacun chez soi ? Il ne faut surtout pas partir dans la vision, dans l'analyse et dans les ambitions, les objectifs urbanistiques ou architecturaux, d'un point de vue social. Il n'y a rien de pire que de partir d'un point de vue social. Il faut partir, comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue qui est sociologique. C'est-à-dire étudier les mentalités, étudier également les mentalités de celles et ceux qui ont habité les lieux. Parce que si vous cherchez à l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qui est navrant, à loger des gens, ces gens ne savent pas habiter les lieux. Parce qu'ils sont là pour être logés. Ils ne sont pas là pour habiter les lieux, ils ne sont pas là pour créer un mythe identitaire auquel il sera légitime de croire pour les générations à venir. Parce que ce qui est important, c'est ça. C'est que celles et ceux qui vont passer une partie de leurs tourments, de leurs ambitions, de leurs rêves, parce que l'habitation est également le lieu des songes, j'aime bien parler de cloître architectural, parce qu'il y a une notion de protection dans l'architecture. Ce qui est important, c'est que ces gens-là, ces personnes-là vont dessiner un mythe.
Et parce qu'il y a une mémoire des lieux, ce mythe va rester et il sera légitime d'y croire. Et ce dont on s'aperçoit à l'heure actuelle, c'est que dans beaucoup de quartiers, mais même pas seulement dans les quartiers populaires, et c'est là où c'est relativement dramatique avec le bas blesse, il n'y a plus de mythe, ou alors il y a une notice. Il y a une fausse religion, en quelque sorte, une secte identitaire, parce qu'on doit croire à l'affectation qui a été déterminée, mais qui n'a pas été magnifiée par l'usage, qui a été abîmée par l'usage. Parce qu'elle était tellement médiocre, cette affectation, que celles et ceux qui sont passés ne pouvaient pas la magnifier. Ils pouvaient que l'abîmer, uniquement la dégrader. Et c'est là où il y a quelque chose de dramatique aussi du point de vue social et sociétal. On a en France 70% de la population qui est éligible aux logements sociaux. Dans les années 70, tous les hommes politiques, je ne dis pas les femmes politiques, c'est pas de la misogynie, il n'y en avait pas. Les femmes politiques de l'époque, elles étaient instrumentalisées. C'était Simone Veil qui était sélectionnée même à contre-cœur, ça a été avoué par Giscard d'Estaing en off, pour qu'il y ait une femme qui parle d'avortement, mais il n'y avait pas de femmes politiques. Mais donc tous les hommes politiques, à l'heure actuelle c'est un autre degré, parce qu'il n'y a plus de femmes politiques, mais il n'y a plus d'hommes politiques non plus. Il n'y a plus de représentants politiques, il n'y a plus de dimension politique. Mais tous les hommes politiques de l'époque rêvaient d'une France de propriétaires, donc d'une France de personnes qui allaient savoir habiter les endroits. Maintenant, on rêve de pouvoir donner à la population, à celles et ceux qui constituent la nation, de quoi être des assistés. On rêve d'une France de logés sociaux. Parce que quand les gouvernements en place, et justement sans sombrer dans les clivages politiques, sans démontrer d'appartenance, parce que je parle de tous les gouvernements successifs, lorsque ces gouvernements disent « nous avons 65 à 70% de personnes éligibles, mais nous n'avons pas de logements sociaux, donc on va condamner les maires qui sont pas suffisamment réactifs pour construire des logements sociaux sur leur territoire. Qu'est-ce qu'on fait ? On incite justement à créer une France d'assistés. On ne fait pas la promotion, on ne fait pas de prosélytisme pour avoir de plus en plus de managers, de cadres, d'entrepreneurs, mais de vrais entrepreneurs. Pas des semi-entrepreneurs, pas des gens à qui on permet de faire une entreprise pour vivoter. Parce que c'est un peu ce qui se passe également. On a tout dégradé, on a tout tiré vers la médiocrité depuis 20 ans, et on s'est permis également sur le plan entrepreneurial, parce qu'il y avait une certaine culpabilité, de dire finalement, qu'est-ce qu'on va faire ? Puisque l'entreprise est le grand fantasme, dans les années 80, à l'époque d'émissions comme Ambition avec Bernard Tapie, justement, ce qu'on a appelé les années fric, même à gauche, on s'est dit, on va créer, au fur et à mesure, dans les années 90-2000, de la fausse entreprise, de l'entreprise à bon marché. Ça permettra de temporiser, et les populations se diront, le temps d'un instant, tout le monde a sa chance, on peut entreprendre. C'est ce qui amène une dimension assez particulière, d'ailleurs, parce que à l'heure actuelle, les entrepreneurs qui parviennent le plus aisément à avoir des bilans convenables, ce sont ceux qui exercent un métier manuel, ce qui n'était pas le cas auparavant. Non, vous allez voir un plombier, un maçon, il gagne très correctement sa vie. Par contre, un manager, chef d'équipe dans une boîte et qui a 10 personnes en dessous de lui, il plafonne à 2 000 € par mois. Ce qui est rien pour avoir une vie décente si on veut vivre convenablement. Quand je dis convenablement, c'est-à-dire en étant suffisamment protégé de la violence qu'il y a dans la société, en ne mangeant pas ce qu'on nous propose dans les grandes surfaces. Parce qu'il y a ça aussi. Ce qu'il faut noter, c'est que comme tout est médiocre, tout paraît accessible. Tout semble accessible. On a entendu ces dernières semaines parler de la baguette de pain, de la viande, du prix de la viande qui va être bloqué par Leclerc, mais c'était déjà le cas. Vous savez, vous pouvez manger de la viande de porc à 2,80 €, de la viande de bœuf à 3,90 € en promo, mais des calories vides, des viandes transformées, des viandes qui sont, quand je dis transformées, des viandes qui sont perverties, dont les élevages sont médiocres, navrants, et qui devraient être interdits, d'ailleurs, auxquels on ne devrait pas collaborer dans notre nation. Et ce qui se passe dans l'architecture, c'est qu'il y a un parallèle, parce qu'il y a une dimension holistique dans la société. C'est que si d'un côté on a une alimentation collective, une alimentation publique, et c'est intéressant de parler de ça parce qu'on parle souvent de santé publique en parlant uniquement d'allopathie. Moi j'aime bien parler de santé publique en parlant de médecine et d'alimentation collective. Parce que l'exercice de la santé, c'est le processus de soins qui dure tout le long d'une vie et le processus de guérison qui intervient de façon
ponctuelle ou malheureusement à la fin d'une vie. Mais donc dans la notion de médecine, il y a ces deux points. Et si on a sur le plan de l'alimentation des calories vides, on a également dans l'architecture des logements creux. C'est-à-dire des logements, comme je le disais précédemment, des habitats qui permettent de couvrir une population, pas de la faire exister. On propose un toit. Et même dans les noms, on s'en rend compte, que ce soit public, vous savez, toutes les associations qui sont créées, on propose un toit. On propose aux gens de ne pas être dehors. On arrive après 2000 ans d'histoire moderne, une société dans laquelle on se vante d'une technologie de pointe, que je récuse d'ailleurs sur de nombreux points, à dire non, mais on va travailler pour proposer simplement un toit et une grande précarité à certaines et certains. Alors qu'il y a 2000 ans, on dessinait le Parthénon, il y a plus de 2000 ans, et qui tient toujours. Le pavillon avec jardin, la maison dont rêvent la plupart des Français, serait devenu un non-sens écologique selon une ministre de l'actuel gouvernement. Que pensez-vous de cette affirmation et de ce qu'elle peut sous-entendre ? Ce qui est navrant, c'est qu'il n'y a pas de fond. Sont les résultantes du parisianisme médiocre de l'époque qui règne sur toutes les démarches politiques. J'ai écrit une lettre ouverte d'ailleurs à Emmanuel Vargon à ce moment-là, il y a quelques mois, au mois d'octobre, je crois, fin octobre, et dans laquelle j'évoquais toutes ces incohérences, parce que ces décisions et ces paroles jetées justement sans fond, comme je le disais, depuis Paris et depuis un bureau parisien, ne prennent pas du tout en compte la réalité de la territorialité de la France. On ne peut pas prendre des décisions à Paris par rapport à un mythe très urbain, un mode de vie très urbain, pour un pays dans lequel il y a beaucoup d'étalement. Et même dans notre région, on est aujourd'hui à Sanary, mais autour de Marseille, dans le bassin marseillais, on mène un mode de vie qui est presque urbain. Même dans la ruralité des Bouches-du-Rhône, la ruralité varoise, parce qu'on a beaucoup de tourisme, parce qu'on a également une population qui est considérable par rapport aux autres régions et beaucoup d'attraits. On mène un mode de vie qui est très urbain, même dans notre ruralité. Mais il faut penser aux autres régions de France dans lesquelles il n'y a pas du tout ce mode de vie et dans lesquelles l'économie de l'étalement n'a pas le même sens. C'est pas en ce sens qu'il faut décrier la maison individuelle. Il faut parler des qualités de maison individuelle. Et il faut parler également d'immigration, ça c'est un sujet sensible, intramuros, franco-française. Au même titre qu'on doit gérer, et j'ai pas peur de le dire, et je le dis sans aucune crainte, on doit gérer et juguler l'immigration sur le territoire français si on veut, si on a l'ambition de contrôler certains acquis et de conserver un certain équilibre. Et n'importe quelle personne de bon sens peut est forcée à en arriver à ce constat. Au point de vue de nos régions et de l'équilibre de nos régions, on est obligé de prendre conscience de l'équilibre migratoire, de la quantité qu'il y a d'attraits portés pour une région ou pour une autre. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est ça. Est-ce qu'on peut construire autant de maisons individuelles sur un périmètre très restreint dans les Bouches-du-Rhône, ou est-ce qu'on doit appliquer les mêmes règles en Champagne, d'où tout le monde part, si ce n'est pour planter des vignes ? Comment expliquer qu'en matière de mobilier, nous soyons passés des meubles de famille chargés de souvenirs à des consommables impersonnels et sans âme ? Là, je vais pas faire le pessimiste, parce que justement, il y aurait une grosse part de subjectivité en disant « Moi, je préfère même une imitation de Louis-Philippe qui date des années 50, mais je préfère être entouré de ça, mais pas être entouré de plastique. » Pourquoi pas ? Celles et ceux qui préfèrent une certaine modernité dans la décoration, pourquoi pas ? Par contre, ce que je trouve dramatique, ce sont les cuisines. Voyez-vous ? Moi, ce qui me dérange le plus dans les logements actuels, c'est pas vraiment les meubles, ce sont les cuisines. Parce que si on regarde la cuisine, c'est le lieu de la restauration. Vous rentrez chez vous le soir, et que vous soyez entrepreneur, salarié, étudiant, milliardaire, vous avez faim, vous avez envie de manger. Et dans la simplicité, vous allez commencer par, en famille, en couple ou tout seul, à couper un oignon, à couper un morceau de viande, à le faire légèrement griller, à faire dans de l'huile d'olive, et c'est pour ça que j'en parle souvent de cuisine, parce que j'aime les produits simples, j'aime les produits qui ne sont pas surcuits, qui ne sont pas transformés. Je consomme aucun produit sous vide, je consomme aucun produit fini, je consomme uniquement des produits directs et locaux au maximum. Et vous allez commencer à vous restaurer à partir de là.
parce qu'il y a une projection. Vous commencez à avoir une projection de restauration. Et les cuisines à l'heure actuelle, ce qu'on constate, c'est que dans le schéma de disposition des cuisines, tout est aseptisé. Il ne faut pas qu'on voit d'instruments de cuisine. Il ne faut pas qu'on voit avec quoi on peut couper un oignon. On n'aime plus les couteaux à l'heure actuelle parce qu'ils sont le symbole de la violence, justement. Mais avant d'être le symbole du terrorisme des années 2000, les couteaux étaient le symbole de la cuisine. Et on savait couper, justement, un morceau de viande, on savait couper des légumes. Et à partir de là, on savait se restaurer, on savait se nourrir. Et on n'avait pas dans nos cuisines un four micro-ondes, une plaque, des lieux de rangement pour avoir justement des produits qui soient sous vide, des conserves, des congélateurs immenses. Moi, j'ai pas de congélateur chez moi. J'ai pas de congélateur et je cuisine au gaz encore. Et j'apprécie justement cette authenticité à laquelle on est encore autorisé, cette authenticité qu'on peut encore voler en quelque sorte, parce que j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est authentique dans cette société contemporaine, il faut le voler. On n'y a pas droit. On ne nous l'autorise pas, il faut passer entre les mailles du filet de façon individuelle, il faut mentir un peu et il faut voler le maximum d'authenticité. Alors ce que je pense des intérieurs, ça se résume à ça, c'est l'absurdité de l'herméticité et du fait d'aseptiser essentiellement les cuisines et tout ce qui est propice également à tout ce qui est artificiel. Vous regardez les salles de bain à l'heure actuelle, c'est un petit peu pareil. Dans les salles de bain, là aussi, il faut de quoi chauffer, les serviettes, vous allez chez un petit peu tout le monde, vous avez des pléthores de produits cosmétiques, mais il faut laisser tomber tout ça. Pourquoi ce besoin de jeter une partie de l'héritage familial ? Alors ça, c'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Par contre, il y a toujours un goût pour une certaine modernité, pour faire l'éloge de sa propre fuite. On a besoin de s'oublier pour se construire. Je disais au début de notre échange qu'on a besoin d'atteindre l'échec pour se construire. Et pour atteindre l'échec, en tout cas au moment lors duquel on atteint une certaine défaite, un certain échec, on jette. On jette parce qu'on a cassé. Et quand on jette le buffet d'une grand-mère, quand on jette une table, lorsqu'on se sépare de quelque chose qu'on a trop vu et autour duquel on s'est construit durant son enfance, son adolescence, on est arrivé au point de non-retour qui nous permettra une reconstruction. Ça veut dire qu'on part sur quelque chose de nouveau et sur une nouvelle aventure, et puis on s'éloigne de ce qui était en train de mourir en nous, de ce qui était arrivé à la fin d'une quête de construction. Et on se reconstruit à partir de là. Donc on remarque que dans toutes les sociétés, on a besoin de jeter, on a besoin d'évacuer pour exister. On se sert de ce qui nous entoure pour se construire, et à partir du moment où on s'est construit, comme chaque étape, à l'instar de toute existence et de tout ce qui a vie, meurt, disparaît, on a besoin de trouver quelque chose de neuf et d'inattendu pour être à nouveau diverti, pour trouver le divertissement et pour échapper à sa réalité. Parce que c'est là où il y a une dimension assez intéressante dans l'environnement également. Parce que l'environnement est lié à la réalité, donc à l'équilibre environnemental, l'équilibre biologique, et en même temps, on a besoin de la contrarier, cette réalité. C'est pour ça que l'humain crée l'industrie, c'est pour ça qu'on crée l'entrepreneuriat, qu'on crée la quête spéculative, donc vers l'argent, des ambitions qui ne sont pas du tout naturelles, qui sont même contre nature, parce qu'on a besoin d'échapper à la réalité. Que faudrait-il changer dans l'acte de bâtir pour que le rapport des Français à leur habitat soit plus harmonieux ? Alors déjà, la première des choses, et là c'est une invitation un peu politique, et de la part des médias également, c'est de mettre en avant l'architecture. Comme on doit mettre en avant, je le disais principalement, la santé publique, la médecine quotidienne, dans sa dimension quotidienne, l'alimentaire, parce que ce sont des éléments, des activités, des exercices, des sciences, des disciplines qui ont une dimension omniprésente. Vous allez en Allemagne, même s'il y a beaucoup d'imperfections en Allemagne, d'un point de vue sociétal, à l'heure actuelle, je ne fais pas partie des gens qui admirent le schéma allemand. Mais ils ont des chroniques architecturales beaucoup plus présentes dans leurs gros médias. Nous, on ne fait pas d'éducation architecturale. Alors, étant donné qu'on ne fait pas d'éducation architecturale, on peut se permettre ensuite, quand je dis on, ce sont les maîtrises d'ouvrage qui ont des volontés
uniquement spéculatives, réellement qui sont uniquement spéculatives, les politiques qui ont des intérêts parce qu'il y a des volontés qui sont annexes et qui sont carriéristes, on peut se permettre de berner la population, parce que le regard approbateur, c'est la population qui l'a. Mais comme la population n'a pas d'éducation, on peut lui donner ce qu'on veut en matière d'architecture. Donc la première des choses à faire, c'est de mettre en avant la dimension analytique de l'architecture. C'est ce que je propose aux architectes avec lesquels je travaille, et justement, comme je le disais précédemment, en essayant moi-même de m'extraire de, on va dire, un certain excès d'analyse approfondie, je propose des rapports qui sont très concis, dans lesquels je mets en avant un bilan qui est axé sur tout ce qui va graviter autour d'un projet, c'est-à-dire l'impact que le projet va avoir sur la territorialité, donc celles et ceux qui sont là, sur l'entrepreneuriat local, sur l'avenir, sur la transition écologique dans le sens vertueux du terme et pas communément employé dans nos médias, et sur l'équilibre environnemental. Donc la première des choses, c'est de penser justement l'architecture avec une durabilité qui pourra être approuvée par des populations qui auront le savoir et l'intérêt nécessaire porté à l'endroit de leur architecture et de leur urbanisme.